Mon nom est Raja Chatila, moi je suis professeur émérite à Sorbonne Université, donc à Jussieu, à Paris. Et je vais parler des mythes et limites de l'intelligence artificielle. Et vous voyez je vais parfois répéter certaines choses, mais différemment, et on va parler de certaines questions qui ont été posées. Alors voilà, sur l'écran, vous voyez des choses très 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 diverses. Et ça, c'est une réalité. L'IA est partout. Alors j'ai fait une liste là pour ceux qui veulent lire, j'ai fait des images pour ceux qui veulent regarder les images. Vous voyez qu'elle est dans les transports, qu'elle anime des drones. Quand je dis elle anime, ça veut dire quoi? Nicolas l'a dit, c'est des programmes informatiques qui pilotent des machines, et ces programmes informatiques ont été développés avec des méthodes d'intelligence artificielle et en particulier d'apprentissage, tel qu'il l'a évoqué, et que Stéphane, qui va me succéder, va détailler. Et on voit des robots aussi qui se déplacent, qui portent des choses, mais on voit aussi d'autres applications de l'intelligence artificielle, par exemple le traitement d'images médicales. Beaucoup d'images aujourd'hui, dans le domaine du médical, sont utilisées pour entraîner, c'est-à-dire programmer indirectement un système d'intelligence artificielle pour qu'il soit capable ensuite de reconnaître sur des nouvelles images s'il y a des tumeurs malignes, par exemple, ou pas. Comment on fait ça? Il a très bien montré la méthode. On lui montre des centaines de milliers d'images. Ces images sont étiquetées. Certaines contiennent des tumeurs malignes, d'autres non malignes. Donc le système va classer ce qui différencie finalement les unes des autres. Et quand on lui présente une nouvelle image, il a déjà construit un modèle, on dit ça, de ce qu'est une tumeur maligne et de ce que n'est pas une tumeur qui n'est pas maligne. Et il compare et il dit oui, ça c'est une tumeur maligne et ça n'en est pas une. Et ça permet d'accélérer notablement les diagnostics faits par les médecins parce que c'est une aide aux médecins. Ça ne marche pas, on ne le fait pas fonctionner tout seul. Il y a d'autres domaines d'application, même dans l'agriculture, dans la gestion des réseaux électriques, pour qu'on ait toujours, quelle que soit la source d'énergie, qu'elle soit éolienne, qu'elle soit solaire, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit gaz ou pétrole, on ait toujours à disposition l'électricité qui fonctionne tout le temps. Alors que parfois, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas d'énergie solaire. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Et bien pourtant, la demande, il faut qu'elle soit respectée. Et ça aussi, ça utilise des systèmes d'intelligence artificielle. Malheureusement, on utilise l'intelligence artificielle dans des domaines dans lesquels elle n'a rien à faire. Par exemple, dans le domaine de la guerre ou dans le domaine de la justice. C'est-à-dire, il y a eu un premier exposé tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous étiez là, qui parlait de cette utilisation dans la justice, c'est-à-dire comment rendre des jugements sur la base de cas passés, etc. Et de mon point de vue, l'intelligence artificielle, pour des raisons qu'on va voir, qui ont déjà été un peu évoquées, n'a rien à faire dans ces domaines-là. Et bien sûr, j'ai mis ici deux symboles, celui de Meta et de OpenAI, qui produisent des systèmes un peu particuliers, qui sont ChatGPT ou Llama, c'est-à-dire des systèmes génératifs. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première? Ça, c'est mon premier transparent, le titre « Réalité, l'IA est presque partout ». Mythe, l'IA sait tout faire. Eh bien non, elle est presque partout, mais elle ne sait pas tout faire dans tous ces domaines. Elle a beaucoup de défauts aussi. Et on peut être très enthousiaste et oublier complètement ces défauts, ou bien dire c'est pas important, ça sera résolu dans la prochaine version du système, ça marchera mieux, ne vous inquiétez pas. Ou on peut dire attention, il y a peut-être des choses là-dessous qui sont un peu inhérentes, c'est-à-dire qui sont propres au système. Ça veut dire que quelle que soit la version, ça marchera peut-être un peu mieux, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Et c'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, et de ces mythes. Et peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'un mythe. Tu sais ce que c'est qu'un mythe? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, un mythe, c'est comme une légende, c'est-à-dire une histoire qui n'est pas vraie.
C'est quelque chose qu'on raconte. Par exemple, on dit qu'il y a des dragons, des licornes, des fées. Ben, ça n'existe pas. Pourtant, on fait plein d'histoires avec des dragons, des fées et des licornes. Eh bien, ça, ce sont des mythes. Ces mythes viennent d'histoires qu'on raconte, qui sont de l'imagination, mais souvent pour refléter des choses réelles. Mais on raconte des histoires, des super-héros, tout ça, ça n'existe pas. Mais ça nous fait imaginer des choses. Eh bien, l'intelligence artificielle, parfois, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'on raconte des choses qui ne sont pas vraies sur l'intelligence artificielle. Et voici un exemple des limites, c'est-à-dire de choses que l'intelligence artificielle ne fait pas bien. Voici une expérience ici où on a montré un système d'intelligence artificielle donc, qui a été entraîné, qui a appris sur beaucoup d'images, hein, ce que c'est qu'un bus, ce que c'est qu'un parachute, ce que c'est qu'une moto, ce que c'est qu'un scooter, ce que c'est qu'un camion de pompiers, etc. Il a appris là-dessus, et puis on change certaines petites choses sur les images. Donc là, on lui montre cette image-là, et il dit c'est un bus. C'est un bus scolaire même. Hein. Ça, c'est les bus scolaires en Amérique du Nord. Ils sont jaunes comme ça. On change un peu, plus ou moins, la position du bus dans les images. Alors ça devient un camion poubelle. Ça devient un punching bag pour faire de la boxe. Ça devient un chasse-neige. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'il se trompe, c'est ces chiffres qui sont là. Ça, c'est la certitude avec laquelle le système croit qu'il donne la bonne réponse. Donc il dit à 100%, ça c'est un bus. Ah bah 99%, c'est quand même un camion poubelle. Et même à 100%, c'est un punching bag. Ça veut dire qu'il ne sait pas exactement ce que c'est, puisqu'on a deux choses qui sont vraiment certaines, et il le dit tout simplement. Et ça, c'est un scooter à 99%, il devient un parachute à 100%. Il faut regarder donc un peu dans le détail pour comprendre et ne pas se contenter, par exemple, d'une première réponse, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dessous. Et qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, on va le voir dans une seconde. Ce que je vous ai montré, ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont parmi les premiers à être développés, à être diffusés. Nicolas en a montré des exemples, qui sont des systèmes, on dit prédictifs, c'est-à-dire on construit comme ça le modèle initial en montrant plein d'exemples, et puis après on lui montre quelque chose de nouveau, et compte tenu des exemples qu'il a appris pour faire son modèle, il répond, il prédit, il dit je crois que c'est ça. D'accord? C'est la prédiction. Maintenant, on est à l'époque des systèmes qu'on appelle génératifs, et je vais vous dire pourquoi. Et donc, c'est ChatGPT et ses copains. Alors, ChatGPT et ses copains, il y a presque une nouvelle version par jour ou par semaine. Vous voyez là, depuis 2019, on a commencé avec certains, et puis hop, on est 2024, et vous avez de nouvelles versions, de nouveaux systèmes, de nouvelles versions, de nouveaux systèmes. Pourquoi cette explosion de nouvelles versions, alors qu'ils sont tous, finalement, là pour répondre à une question qui est écrite sur l'écran quand vous voulez les utiliser, c'est « Posez-moi n'importe quelle question ». Posez-moi n'importe quelle question, sous-entend « Je sais tout sur tout et je peux vous répondre sur tous les sujets ». Et c'est vrai, on essaye, tiens, ça a l'air de marcher pas mal. Eh bien voilà, je lui dis « Génère une image, produit une image réaliste d'un scan médical, une image médicale, qui montre les poumons et le foie, mais pas le cœur. Absolument pas le cœur. » Et il me donne ça. Est-ce que tu sais où est le cœur? Tu le vois. Et je lui dis, je ne veux pas le cœur. Il me dit, voici l'image réaliste d'un scan médical montrant les poumons et le foie, le cœur étant délibérément exclu. Et il me montre ça. Et puis il me dit gentiment, faites-moi savoir si vous avez besoin d'ajustements ou de détails supplémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme les bus et les camions de pompiers et les parachutes, le système ne comprend pas de quoi il parle.
Il me dit, voici une image où il n'y a pas le cœur, et il me montre une image où il y a le cœur. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'un cœur, et en fait, il ne sait rien de rien. Pourquoi? Alors c'est un schéma un peu compliqué, suivez-moi. Pourquoi l'IA ne comprend rien? Ne comprend rien. Parce qu'il y a une différence entre, d'une certaine façon, apprendre par cœur, même en faisant des erreurs, et comprendre. N'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que le système apprend? On dit apprend, ça ne veut pas dire comprend. Il apprend presque par cœur, c'est-à-dire il apprend des choses qui se ressemblent, des corrélations, on dit. Ça se ressemble, ça se ressemble, c'est dans le même paquet. Ça se ressemble, c'est dans le même paquet. Je vais par exemple regarder une chaise, là, comme vous voyez. Eh bien, quelque part, ça ressemble à ce trépied, ou celui de la caméra qui est derrière. Ben, ils sont dans le même paquet. Puis après, à peu près, c'est le à peu près qui est ici problématique. Parce qu'une fois qu'il a appris ces ressemblances, je lui montre une nouvelle image d'une chaise ou d'un trépied. Ben, selon comment est l'image, il va me dire c'est un trépied ou une chaise. Le problème, c'est qu'il a mis le trépied et la chaise dans la même catégorie dès le départ. Comment faire en sorte qu'il ne la mette pas? C'est impossible parce que ce sont des systèmes qui sont construits de cette manière, qui font de la statistique sur les données. Tant qu'on sera dans ces méthodes-là, on aura toujours ces problèmes. On peut changer des choses, améliorer, ajouter des exemples. Il y aura toujours un problème. On appelle ça un problème inhérent, c'est-à-dire propre. C'est impossible. Moi, je ne peux pas voler. C'est impossible. Un oiseau peut voler. Il a des ailes, il est fait pour, d'une certaine façon. Moi, je ne peux pas. Vous pouvez me coller des ailes comme Icare, ben, je ne volerai pas. Pour autant, mon corps n'est pas capable de voler, même avec des ailes. Il y a des gens qui ont essayé, qui en sont morts d'ailleurs, au 19e et au début du 20e siècle, quand on a commencé à inventer l'aviation. Eh bien, pour voler, il faut autre chose. Il faut aussi des ailes, mais pas les mêmes. Et il faut des appareils qui ne sont pas le même que le corps humain. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en fait, ces systèmes comme ChatGPT, etc., on leur donne plein de données. Ce n'est pas que des images. Des images, du son, de la musique, des vidéos, plein de textes. C'est pour ça qu'on les appelle aussi grands modèles de langage. Des textes majoritairement en anglais, mais aussi dans d'autres langues. Mais bien sûr, les langues les moins utilisées, eh bien, il y en a moins. On leur donne même des programmes informatiques. Le programme informatique, ce n'est qu'un texte. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont apprendre avec les réseaux de neurones, comme Nicolas l'a montré, mais avec une architecture particulière de réseaux de neurones. Ça n'a pas d'importance ici, mais il faut savoir que la recherche avait progressé pour produire ce système particulier qui est capable d'apprendre, c'est-à-dire de mémoriser, toujours statistiquement, mais en intégrant une très grande quantité de données et en ayant une petite mémoire qui peut lui rappeler un contexte, c'est-à-dire ce qui s'est dit avant, ce qu'il y avait avant. Tout ça va aboutir à une sorte de modèle, c'est juste une image ça, hein, pour dire il y a un modèle, cette statistique qu'il a apprise, et puis c'est ça que vous utilisez, c'est avec ça que vous communiquez quand vous utilisez ChatGPT. C'est avec ce modèle qui a appris beaucoup de choses sur presque tout. C'est pour ça qu'il vous dit, demandez-moi n'importe quoi. Enfin, ses créateurs ont mis ce message, demandez-moi n'importe quoi. C'est parce que son modèle est tellement grand, son modèle de tout, de presque tout, parce qu'il a été chercher ces informations partout sans autorisation parfois. Il a été partout les chercher, donc il a beaucoup d'informations ici. Ces informations sont organisées. Et maintenant, le problème, c'est comment il vous répond quand vous posez une question. Eh bien, vous posez une question et il va dire il m'a posé une question. Donc, par exemple, vous posez une question, vous dites ce matin, je suis allé au marché, j'ai acheté des fruits. En rentrant chez moi, j'ai croqué une... Qu'est-ce qui vient après une?
Bravo, une pomme. Non, mais c'était une poire. Hein. Mais tu as très bien répondu, parce que très probablement, en général, quand on dit croquer une, et si ce qu'il y avait avant c'était un marché, et que c'était moi, enfin une personne humaine qui parle, eh bien la suite c'est pomme. Si j'avais dit je me suis échappé de mon trou et j'ai croqué, non, non, c'est pas ça, j'ai mal posé la question. J'ai vu s'échapper de son trou et je l'ai croqué. La souris. Maintenant, je suis un chat. Donc, la souris, avec le chat, l'association, c'est croquer la souris. L'homme ou la femme avec la pomme, ou l'enfant, c'est croquer la pomme. Vous voyez, il y a des probabilités. Il faut savoir donc distinguer en fonction du contexte, de l'histoire qu'on raconte, de quoi il s'agit. Et bien, c'est ce qu'il fait. Il essaye de deviner, en fait. Hein. Parfois, il devine bien, parfois, il ne devine pas bien. Il faut savoir que, parfois, et même souvent, malheureusement, il ne devine pas bien. Et ça, on ne peut pas le corriger, c'est toujours comme ça. Vous pouvez interagir, vous pouvez écrire, vous pouvez poser des questions. Il vous répond très bien, et moi, j'utilise pratiquement tous les jours pour faire plein de choses. Et puis, à un moment donné, je le vois complètement partir à côté et raconter n'importe quoi. Et moi, je le sais parce que je suis un peu un spécialiste, mais en général, les gens ne le savent pas. Il faut que ce soit dans un domaine que vous connaissez. Tout le monde sait faire, par exemple, des spaghettis bolognaises, mettons. Si vous lui demandez une recette de spaghettis bolognaises et que tout à coup, il vous dit « maintenant, ajoutez les fraises », vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne vous dit pas, parce que la recette de la spaghetti bolognaise est très très bien présente dans toutes ces données, et que quand il va comparer, ça va bien marcher en général. Ça peut arriver. Mais dans d'autres domaines, eh bien, ça arrive fréquemment. Et c'est pour ça qu'il y a, en fait, c'est tout simplement à cause de ça, d'une certaine façon, qu'il y a ces problèmes-là. Mais ça, quand on parle de souris, de pommes et de chats, il n'y a pas de sujet d'une certaine façon, on peut en rire. Quand ça touche à la vie humaine, quand ça touche à la liberté, quand ça touche à nos valeurs qui sont l'égalité, la non-discrimination, c'est-à-dire ne pas distinguer les gens les uns des autres, eh bien là, ça devient des questions, on dit éthiques, c'est-à-dire quelque chose qui est en rapport avec le bien et le mal, et avec, finalement, comment ça impacte notre société et les êtres humains. Donc là aussi, j'ai mis une liste, il y a une référence, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des rapports là-dessus. Mais vous voyez, la discrimination, ne pas discriminer les gens, ne pas discriminer les gens, ne pas faire de différence entre les gens, c'est important. Eh bien, le système, il peut mélanger des choses qui amènent à discriminer, c'est-à-dire à distinguer entre les gens parce qu'ils n'ont pas la même couleur ou parce que il y a des hommes et des femmes et qu'il mélange les hommes et les femmes et que parfois il met des hommes là où il y a des femmes et vice-versa. Mais c'est surtout au détriment des femmes en général. Et c'est surtout au détriment des personnes de couleur en général. Pourquoi ? Parce que toutes ces données qu'il a touillées ont ça aussi. Mais aussi parce qu'il peut commettre des erreurs facilement sur cela. Donc, je ne vais pas lister tout ça, mais par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la créativité, etc. Eh bien, il a un impact sur les métiers. Oui, on peut utiliser et devenir plus créatif soi-même en utilisant ChatGPT, etc. Mais ça peut aussi remplacer les gens dans leur travail. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus. Certains métiers sont impactés par des systèmes d'IA générative. Par exemple, les gens qui font du doublage au cinéma. Parce que ces systèmes parlent plusieurs langues, donc c'est facile de traduire. Parfois, ils vont commettre des erreurs. Bon, personne ne s'apercevra qu'il a dit un mot à la place de travers dans le doublage. C'est pas grave, ça passera. Ce n'est pas critique, ce n'est pas problématique. Mais si on veut utiliser ChatGPT pour aider un juge à faire une décision dans une affaire de justice, une petite erreur, ça compte. Eh bien, il y a aussi autre chose dont on ne parle pas assez, c'est l'effet sur l'environnement. Ces systèmes sont des systèmes informatiques. Quand on parle de cloud, c'est-à-dire nuages, les données sont dans le cloud, etc., ça, ce n'est pas des nuages qui sont immatériels, c'est des centres de calcul qui consomment de l'énergie,
qui consomment de l'eau, qui consomment des ressources et qui contribuent évidemment à émettre, parce que l'énergie, elle vient d'où? Elle ne vient pas pour beaucoup de centrales nucléaires comme en France où on a une bonne partie de l'énergie qui vient de centrales nucléaires. Enfin, sans faire de publicité pour les centrales nucléaires, c'est comme ça. Si vous allez dans d'autres pays, ben c'est surtout des émissions carbone. Et donc, ça contribue à l'effet de serre, et ça contribue de plus en plus à l'effet de serre. Alors, à tel point qu'on a une loi sur l'intelligence artificielle. C'est quand même assez remarquable de dire qu'on a une loi sur l'intelligence artificielle. Parce que, comme l'a dit Nicolas, l'intelligence artificielle, ben, c'est un domaine scientifique, c'est essayer de faire en sorte que les systèmes soient des systèmes qui apprennent, qui fassent des choses, etc. Il y avait l'intelligence humaine en question. Eh bien, non. L'intelligence artificielle, c'est une technologie aussi. Et une technologie, pour être utilisée dans la société, ben, il faut qu'elle obéisse à certaines lois. Par exemple, une voiture, vous ne pouvez pas faire rouler n'importe quoi sur la route. Il faut que ce soit respectueux d'un certain nombre de règles pour qu'il n'y ait pas d'accident. Parce qu'il y a des risques. Si chaque constructeur faisait une voiture à sa guise, il y en a qui feront des voitures qui fonctionneraient mal parce que c'est moins cher, et il y aura beaucoup plus d'accidents. Donc il y a une loi. Ben, pour l'intelligence artificielle, je vous ai montré que ça ne marche pas très bien non plus. Donc on a pensé en Europe qu'il fallait une loi, et ça c'est l'Europe qui a élaboré cette loi, qui a été votée l'année dernière, au mois de juillet, et qui entre en application successivement, là, par étapes, jusqu'à l'année prochaine, 2026. Et cette loi fonctionne sur l'idée que dans les applications, les applications de l'intelligence artificielle, il y a des choses, et c'est la plupart des applications, qui ne présentent pas de risque et elles sont autorisées, il n'y a pas de problème. Mais certaines commencent à présenter certains risques. Et là, il faut que ce soit conforme à la loi. La loi doit s'appliquer pour tester, pour vérifier que ces systèmes fonctionnent correctement. Et puis il y a certaines choses qui présentent un risque qui n'est pas acceptable et il faut que ce soit interdit. Et je vais juste, là aussi pour terminer, vous donner quelques exemples. C'est quoi qui est interdit? C'est-à-dire, il est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire quoi? Pour utiliser, par exemple, de classer des personnes ou des groupes sur la base de leur comportement social. Ou bien catégoriser les gens pour savoir à quel parti politique, à quel syndicat, à quelle religion ou à quelle orientation sexuelle ils appartiennent, etc. Et des choses qui sont considérées comme à haut risque, c'est-à-dire qui impactent beaucoup les êtres humains, eh bien, par exemple, c'est la santé, les transports, l'éducation, et par exemple, les services publics, l'utilisation des services publics ou la justice. Voilà, je vous remercie.